Bienvenue à Info Soir, voici les titres. Sa Majesté le Roi Mohamed VI inaugure à Salé le Centre national de football de Ma'moura après sa rénovation et sa reconstruction. Le centre porte désormais le nom de Complexe Mohamed VI de football. Une structure réalisée sur 30 hectares et disposant d'équipements de pointe. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement tient son conseil d'administration à Rabat. Un conseil présidé par son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna. Le bilan des actions menées en 2019 a été présenté. La campagne électorale a pris fin en Algérie. L'élection présidentielle est prévue le 12 décembre prochain. 5 candidats sont en lice, dont 2 anciens premiers ministres. À la fin de ce journal, une exposition dans la ville de Fès. L'événement présente des portraits des monarques de la dynastie alaouite. Une exposition qui est aussi une leçon d'histoire pour les nouvelles générations. Madame, Monsieur, bonsoir. Après sa rénovation et sa reconstruction, le Centre national de football de Ma'moura a été inauguré aujourd'hui par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans la ville de Salé. Disposant d'équipements de pointe, cette structure accueillera les équipes nationales en stage de préparation. Le centre porte désormais le nom de Complexe Mohamed VI de football. Reportage Salahdine Romari et Abdelalim Kawi. Le récit est de Rizlan Taibi. Le Centre national de football sort d'une longue cure de jouvence qui l'a entièrement métamorphosé. Inauguré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI cet après-midi, il pourra désormais accueillir les équipes nationales et les clubs étrangers pour des stages de concentration au Maroc. Cette opération de lifting intégral a coûté 630 millions de dirhams. Ce complexe existe depuis 10 ans déjà. Il a subi une réfection globale. Il a été édifié dans un espace prestigieux et comme je disais, il a des atouts remarquables, une infrastructure sophistiquée, ce qui le classe parmi les plus importants centres de football dans le monde, et cela selon plusieurs experts. Un grand moment pour le football marocain, c'est le bijou sportif qu'ils ont construit. C'est vraiment magnifique. J'ai visité pas mal de centres techniques ou nationaux ou le club. Je n'ai pas vu meilleur. C'est vraiment un endroit magnifique, exceptionnel. Cet édifice doté d'infrastructures et d'équipements de pointe, conforme aux standards de la FIFA, est construit sur 30 hectares. Son ouverture aux équipes étrangères lui permettra de promouvoir le rayonnement international du Maroc. Ce centre, inauguré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, est un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre dont peut se targuer l'Afrique et le monde arabe. C'est un honneur pour le Maroc, les Marocains et les sportifs d'accueillir une telle structure dotée d'équipements de haut niveau et dénote l'intérêt dont jouit ce secteur. D'après mon expérience dans 4 ou 5 pays, je peux dire en toute objectivité que je n'ai jamais vu un centre pareil. La réalisation de ce complexe qui porte maintenant le nom de Sa Majesté le Roi Mohamed VI s'inscrit dans le cadre de la mise à niveau des infrastructures de football national, un projet qui prévoit l'appui à la réalisation de centres de formation, des clubs nationaux et l'édification de 5 centres fédéraux de formation. Ce programme inclut aussi la rénovation de 138 terrains de football en gazon synthétique et 13 terrains en gazon naturel. Le complexe Mohamed VI de football contribuera au développement d'une pratique sportive de haut niveau. Le centre a été réalisé sur près de 30 hectares, ce qui en fait l'un des plus importants au monde. Le centre accueillera aussi des équipes étrangères et comprend également un centre de médecine du sport. Reportage Salahdine Romari et Abdelalim Kawi. Le récit est de Salim Benabou. Le football national a fait les choses en grand. Du vert à perte de vue, après ces travaux, le centre national s'étend sur plus de 29 hectares. Tout a été imaginé puis conçu pour assurer aux professionnels du football national les meilleures conditions d'entraînement. Il comporte 7 terrains, dont 4 en gazon naturel et 3 en synthétique, ainsi qu'une piscine olympique en plein air.
Nous disposons désormais de tout dans le football, les entraîneurs, les instruments, les joueurs et particulièrement pour moi qui suis dans le futsal. Notre salle est magnifique, nous n'avons plus d'excuses pour obtenir de bons résultats. Ce qui est beau ici, c'est que même le football féminin est présent dans ce centre. C'est ici que nous allons introduire les catégories U17, U15 et U20 en sport-études. Conforme aux standards de la FIFA, le complexe Mohamed VI de football abrite un hôtel pouvant accueillir toutes les équipes nationales avec une capacité de plus de 450 lits. Le lieu est également doté d'un centre de médecine du sport, des plus modernes. Il est prévu pour traiter toutes les pathologies liées à la pratique du football, parmi lesquelles la traumatologie, la médecine dentaire, nutritionnelle, l'ophtalmologie et la psychologie, entre autres. Le centre. On a un des meilleurs centres au monde. Aspire est classé partout, en Allemagne notamment. L'architecture est incroyable. Bravo le Maroc. L'architecture ديالها وكيفاش تتصوب هذا يعني bravo le Maghreb. Bravo. Le centre va privilégier la formation surtout pour la jeunesse avec une infrastructure de pointe qui permettra un suivi continu. Le complexe Mohamed VI de football s'érige en bijou technologique qui doit assurer l'avenir du football national. Les Lions de l'Atlas disposent désormais d'installations parmi les plus modernes au monde, de quoi les mettre dans des conditions optimales, à eux d'élever leur niveau sur le terrain. La Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement a tenu aujourd'hui son conseil d'administration, un conseil présidé à Rabat par son Altesse Royale la princesse Lalla Hasna. Le bilan des actions menées au cours de l'année 2019 a été présenté. Reportage Jihan Doublali et Mustafa Sadouni, le récit est de Rizlan Taibi. C'était une année fructueuse et particulièrement studieuse pour la Fondation Lalla Hasna pour la protection de l'environnement. Son conseil d'administration, présidé par son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a passé en revue toutes les activités des 12 derniers mois. Une année marquée notamment par la présentation de l'initiative Climat en faveur des jeunes pour l'Afrique par son Altesse Royale au sommet Action Climat de l'ONU à New York en septembre dernier, où étaient présents de nombreux chefs d'État. Pour sa 20e édition, Plage propre, programme phare de la Fondation qui avait engagé une large campagne de communication, la saison précédente a mis sur pied une opération d'envergure pour lutter contre la pollution des océans. Les autres programmes de la Fondation ont poursuivi leur développement et pour les appuyer, son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, a effectué plusieurs visites sur le terrain. Plus de 2100 écoles ont adhéré à ce projet, dont 44% rurales et 56% urbaine. Lors d'une visite à Marrakech, son Altesse Royale, la princesse Lalla Hasna, avait également fait le bilan du programme de sauvegarde de la palmeraie et s'est intéressée à ses derniers développements. Un programme d'agroécologie au bénéfice de familles d'agriculteurs de la palmeraie et le déploiement d'un important dispositif d'irrigation avec les eaux usées de la ville. La Fondation gère près de 20 programmes dans l'éducation à l'environnement, le littoral, l'air et le climat, le tourisme durable, la palmeraie de Marrakech et les jardins historiques. Et la protection de l'environnement est aujourd'hui une préoccupation mondiale. Face à l'urgence climatique, les gouvernements et la société civile sont réunis à Madrid pour la COP25. Les participants à la conférence mondiale pour le climat viennent des 4 coins du globe. Parmi eux, Kenza Iznasni, installée à Marrakech, elle fournit des formations en agriculture durable. Et à la COP25, elle approche les différentes délégations pour promouvoir le concept d'éco-village. Reportage de nos envoyés spéciaux Rita Sha et Amin Haddou. En pleine concentration, Kenza et Kocha préparent leur prochain rendez-vous. Elles ont d'ailleurs fait le déplacement jusqu'à Madrid pour présenter le projet du Global Eco Village Network, à savoir l'implantation de villages durables en milieu rural, une initiative qui permettra d'accompagner et de former les communautés locales, notamment face au changement climatique, à travers des systèmes non polluants visant l'autosuffisance. La stratégie qui est adoptée ici, c'est de commencer par rencontrer les délégations, d'approcher les gouvernements et à partir de là de créer une collaboration pour pouvoir implémenter le programme sur le pays qui est ciblé. Et c'est vrai que cette année, on est très focalisé sur le continent africain. Chargée de représenter l'antenne africaine, Kenza va donc à la rencontre de délégations du continent pour faire connaître ce projet environnemental, un milieu que la belgo-marocaine
connaît bien et pour cause, installée au Maroc depuis plusieurs années. Avec son mari, cette amoureuse de la nature a ouvert une ferme écologique ainsi qu'un centre de formation dans la région de Marrakech. Un espace qui permettra aux agriculteurs d'acquérir des techniques respectueuses de la nature, notamment en permaculture, en agroécologie ou encore en agriculture régénératrice. Et nous, on croit en l'idée qu'il y a un savoir-faire local qui existe. Le Maroc est très riche dans plusieurs domaines et on veut vraiment valoriser un savoir-faire qui disparaît de plus en plus malheureusement avec l'impact de la modernité. Donc nous, on veut vraiment, pour faire face au changement climatique, c'est important de mettre en valeur des solutions qui existent sur le terrain. Nous retrouvons Kenza quelques jours plus tard en compagnie de l'équipe du Global Eco Village Network en pleine conférence. Plusieurs expériences réussies ont été présentées aux visiteurs et experts lors de ce panel. L'ONG basée en Écosse, implantée dans 26 pays, espère bien exporter ses villages écologiques vers de nouvelles contrées et transmettre son savoir-faire, notamment dans le royaume. Le Global Eco Village Network a déjà signé un mémorandum d'entente au Maroc lors de la COP22 à Marrakech et nous suivons petit à petit ce qui se passe au Maroc dans ce secteur. Nous travaillons dessus. Tout au long de la COP25, le GIN va donc poursuivre son action et pourquoi pas former de nouveaux partenariats aux 4 coins du monde, à commencer par le continent le plus touché par les changements climatiques. Direction l'Algérie, où la campagne électorale a pris fin. L'élection présidentielle est prévue le 12 décembre prochain. 5 candidats sont en lice, dont 2 anciens premiers ministres. Un scrutin rejeté par le mouvement de contestation que connaît le pays. Reportage de nos envoyés spéciaux Fouad Azouzi et Hamida Merbouh. Le récit est de Oussama Al-Bqali. Après la dernière confrontation officielle des 5 candidats vendredi dernier et l'ouverture des bureaux de vote à l'étranger ce week-end, les Algériens observent 3 jours de silence électoral. Ce scrutin est organisé par l'autorité nationale indépendante des élections, chargée de veiller au bon déroulement des processus électoraux. Tout ce qui concerne les élections relève de cette autorité nationale qui a été créée il y a 3 mois. Notre premier défi a été la révision et la mise à jour des listes électorales qui regroupent aujourd'hui 24,5 millions de personnes. Prévues pour le 12 décembre prochain, les élections qui devraient permettre de déterminer qui parmi Benflis, Tebboune, Mihoubi, Blaïd ou Bengrina remplacera le président Bouteflika ne fait pas l'unanimité. Elle représente néanmoins l'espoir pour certains Algériens. Nous voulons un président pour retrouver la stabilité. Dieu préserve l'Algérie et ses martyrs. Suite à 2 campagnes électorales avortées par les contestations et plusieurs mois sans chef d'État élu, ce scrutin du 12 décembre est vu par le pouvoir comme seul issu de la crise algérienne, tandis que le mouvement contestataire n'y voit qu'une régénération du système. L'Irak connaît également un mouvement de contestation. Des centaines de personnes ont participé au cortège funéraire d'une figure de la contestation abattue hier devant sa maison dans la ville de Kerbala. Depuis le début du mouvement, en octobre dernier, plus de 450 personnes ont été tuées. Les protestataires réclament le départ de la classe politique. La contestation se poursuit également au Liban. Les protestataires rejettent la participation de personnalités politiques dans un futur gouvernement. Ils réclament une équipe composée de technocrates. De son côté, l'homme d'affaires sunnite Saad Khatib retire sa candidature alors qu'il était pressenti pour diriger le gouvernement. Saad Khatib affirme aujourd'hui que les sunnites soutiennent toujours le Premier ministre démissionnaire Saad Hariri et souhaite qu'il soit maintenu à son poste. Le système politique libanais prévoit que le Premier ministre soit issu de la communauté sunnite. Retour au Maroc avec une rencontre internationale sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. L'événement se tient au siège de l'état-major de la zone sud des forces armées royales à Agadir. Les participants débattent des moyens d'améliorer l'efficacité des actions onusiennes dans les zones de conflit. Le Maroc participe à ces opérations depuis 1960 sur tous les continents. Reportage Hossein Ouzig et Rafiq Agoumad, le récit de Amina Ben Khalq.
Les participants posent pour la traditionnelle photo de famille avant de démarrer les travaux de ce séminaire international. Une rencontre autour des procédures mises en place par l'ONU pour le contrôle des performances des composants des opérations de maintien de la paix. Parmi elles, le Maroc. En l'espace de 60 ans, le Royaume a déployé plus de 70 000 soldats sous l'égide des Nations Unies. Des chiffres rappelés lors de cette séance inaugurale. L'exposé auquel nous avons assisté montre l'ampleur de cette participation marocaine aux opérations de maintien de la paix, et ce depuis plusieurs décennies. Cette présentation nous rassure également quant à l'avenir de la contribution du Royaume à ces opérations. Il s'agit évidemment de la reconnaissance de la qualité des casques bleus marocains. Ils ont été 70 000 à être déployés dans les opérations de maintien de la paix depuis 1960. Actuellement, nous sommes dans 3 missions de maintien de la paix. Le Maroc figure dans le top 15 mondial des pays pourvoyeurs de casques bleus. Il contribue aux opérations de maintien de la paix de l'ONU dans un environnement opérationnel exigeant en Centrafrique, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Un engagement salué par les participants. Nous considérons le Maroc comme pionnier dans ces opérations de maintien de la paix. Parce que nous avons eu à recevoir les actions du Maroc au Sénégal, dans la partie sud. Et aussi, nous sommes en mesure d'évaluer, d'apprécier l'ensemble des prestations. Cette rencontre se poursuit jusqu'au 11 décembre à Agadir. Elle sera aussi l'occasion de définir les mesures à même de soutenir les contingents des pays contributeurs de troupes et de police pour adapter les moyens mis à leur disposition aux réalités sur le terrain. Le continent asiatique est au cœur des travaux de l'Académie du Royaume. La 46e session de l'Académie a débuté aujourd'hui à Rabat. Le thème est celui de l'Asie comme horizon de pensée. Les débats seront consacrés à l'évolution de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. La communauté internationale célèbre la Journée mondiale de lutte contre la corruption, un événement instauré par les Nations Unies. Au Maroc, cette célébration est l'occasion d'évaluer les politiques publiques menées pour endiguer ce phénomène. Parmi ces actions figure la mise en place de l'instance nationale de la probité et le lancement d'une ligne téléphonique anti-corruption. Reportage Nadia Ouahta, Mustafa Sadouni et Hicham Sunni. Le récit est de Mehdi Foudi. Ce sont des cadres de la présidence du ministère public. Ils opèrent dans ce centre d'appel très spécial réservé uniquement à la ligne téléphonique anti-corruption lancée en 2018. Une initiative permettant de recevoir des appels de citoyens qui dénoncent un acte de corruption ou un abus de pouvoir dont ils seraient victimes. C'est grâce à ce numéro vert que les autorités ont enregistré plus de 200 cas où des fonctionnaires et des intermédiaires ont été appréhendés en flagrant délit de corruption. C'est un bilan intéressant qu'a enregistré cette ligne téléphonique directe. La présidence du ministère public a donc décidé d'améliorer ce service au profit des citoyens à travers le recrutement de nouveaux agents téléphoniques tout en assurant la réception des appels jusqu'à 18h30 au cours de la semaine. Le samedi sera également inclus très prochainement. Parmi les institutions engagées également à lutter contre ce fléau, on retrouve l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Prévue par la Constitution de 2011, l'institution a pris ses fonctions l'année dernière pour prendre la place de l'instance centrale de prévention de la corruption. Cet organe a pour mission de coordonner et superviser l'exécution et le suivi des politiques de lutte contre la corruption sous toutes ses formes. Les politiques que nous devons élaborer doivent s'inscrire dans une stratégie bien structurée qui permet d'aboutir à des résultats concrets et appréciés par les citoyens et les différents acteurs économiques. Lutter contre la corruption passe obligatoirement par la coopération et la conjugaison des efforts entre les différentes institutions et instances nationales concernées. Une mobilisation collective qui a pour objectif d'éradiquer un phénomène qui coûte au Royaume 5% de son produit intérieur brut, soit près de 50 milliards de dirhams. Tout autre chose à présent, avec une tendance qui divise la communauté médicale et scientifique. L'usage de l'eau magnétisée comme moyen de thérapie est de plus en plus répandu. Certains thérapeutes défendent les bienfaits de cette eau magnétisée avec des aimants, mais le corps médical reste prudent. Reportage Amina Benhamou et Abdrahim Bouhdioui. L'eau compose plus de 70% du corps humain. Cet élément vital et vivant posséderait une mémoire. Dr Boukiran en est bien conscient. Depuis plus de 30 ans, il a changé sa casquette d'ORL par celle de médecin énergétique.
Pour ce praticien hors norme, il est important de contrôler ses actes, ses gestes et ses paroles, car tout entre en résonance avec les molécules d'eau qui composent le corps humain ainsi que l'eau consommée. Parce qu'il est clusterisé, magnétisé, informé par quoi? Par les paroles coraniques, le chant coranique, parce que chaque eau, chaque parole rentre en résonance avec les structures de l'eau. Il a galchi kalima khayba, il déstructure l'eau. Fine, à la hasab la zone, si c'est de la colère, il va déstructurer l'eau qu'il y a au niveau du foie ou de la vésicule biliaire. Si c'est de la peur, il va déstructurer l'eau qu'il y a au niveau des reins et de la vessie. L'eau structurée est une nouvelle façon de soigner les malades. Grâce aux nouvelles technologies, les médecins arriveraient à transférer au sein des molécules d'eau des composants thérapeutiques. L'appareil donne l'information qui j'ai un flacon, filma, et cette information elle est enregistrée parce que apparemment l'eau elle a une mémoire, donc elle est enregistrée au niveau de la mémoire de l'eau. Et ce qui fait qu'انت معايا داك لو فلاكون دار كيقول لي خدي 3 د ليغوت الصباح 3 في العشيه ولا 3 على حسب ce que j'ai. Il existe des formes traditionnelles pour magnétiser l'eau. Ces techniques ancestrales persistent toujours comme mode de soin dans les cultures asiatiques. Il suffit de placer des morceaux d'aimant sous la gourde, mais encore faut-il savoir en tirer profit, car cela dépend de la polarité de l'aimant et des besoins du corps humain. Si le corps souffre d'une inflammation, c'est le pôle Nord qui doit être utilisé parce que c'est un anti-inflammatoire et un anti-œdémateux, contrairement au pôle Sud qui dynamise les parties latentes du corps. Le pôle Sud pour la dynamiser. Cette thérapie non conventionnelle a encore du mal à se faire accepter par la communauté scientifique. Dans l'état actuel donc des connaissances, nous ne pouvons pas dire, la communauté médicale scientifique ne peut pas dire que l'eau magnétisée fait partie de l'arsenal thérapeutique, c'est-à-dire des outils de diagnostic et de traitement donc des patients, mais peut-être qu'un jour, d'autres connaissances scientifiques viendront infirmer ce que je suis en train de dire ou en tout cas améliorer les connaissances. À l'état solide, la molécule d'eau offre une variété interminable de structures. Celle-ci a été captée au moment d'insultes, l'autre au moment de remerciements. Si la communauté scientifique met en doute les bienfaits de la magnétisation de l'eau sur l'homme, elle ne peut nier les résultats probants obtenus sur les plantations et la végétation. Pour clore ce journal, je vous invite à découvrir cette exposition dans la ville de Fès. L'événement présente des portraits des monarques de la dynastie alaouite. Une exposition qui est aussi une leçon d'histoire pour les nouvelles générations. C'est un reportage de Sarah Jabri et Ala Dillahmini. Un voyage à travers la longue et riche histoire du Maroc, voilà à quoi vous invite l'exposition de Driss Hamarras. Fruit d'un lent travail, l'artiste peintre autodidacte y présente les portraits des sultans et des rois de la dynastie alaouite qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du royaume. C'est un artiste autodidacte doté d'un grand talent, un talent qu'il a su développer. Je suis complètement ébloui parce qu'il a pu réaliser. L'artiste se caractérise par une précision dans le choix des couleurs et leur disposition dans les tableaux. Ce sont des portraits plus vrais que nature qui nous offrent une immersion dans l'histoire. Depuis l'ère de Moulay Ali Chérif, le fondateur, jusqu'à aujourd'hui, 32 portraits peints à l'huile et à l'acrylique sont à découvrir à l'intérieur de Boj Cheikh Ahmed, jouxtant le jardin historique Jnens Bila Fès. C'est un espace chargé d'histoire. Il date de l'époque saadienne. Il a été récemment réaménagé et transformé en un espace d'art, de création et d'exposition. Plus qu'une exposition, une leçon d'histoire et une source d'inspiration pour les générations montantes.
Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Sa Majesté le roi Mohammed VI inaugure à Salé le Centre national de football de Marmoura après sa rénovation et sa reconstruction. Le centre porte désormais le nom de complexe Mohammed VI de football. Disposant d'équipements de pointe, cette structure accueillera les équipes nationales en stage de préparation. Le centre a été réalisé sur près de 30 hectares, ce qui en fait l'un des plus importants au monde. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Zahra Etihel pour Al-Masaïya. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.